Alors, comme nous l'évoquions, nous avons une journée spéciale aujourd'hui, mais c'est toute l'année en fait que notre association œuvre. Et puis, il y a eu des moments assez forts où finalement une thématique d'une année a émergé en spin-off. Alors, dans les entreprises, on a des spin-offs, mais on a aussi des spin-offs chez nous, où le thème est devenu un thème continu, où toute l'année, on a ressenti le besoin de développer cette problématique, de déployer des outils. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec deux groupes qui s'appellent Femmes et Santé et Femmes et IA, qui vont vous présenter leurs travaux, qui ont déjà commencé il y a quelques années et qui continuent encore aujourd'hui. Donc j'accueille et accueillez chaleureusement Carole Ménage pour Femmes et Santé, avec son équipe de choc qui arrive aussi, dont vous verrez, et Marine Brévérin, des Le Nouveau pour Femmes et IA. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, nous allons vous présenter l'avancée des travaux du groupe de travail Femmes et Santé. Donc, pour commencer, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a 8 entreprises du cercle qui sont représentées au sein de notre groupe de travail. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des participants pour tout le boulot qu'on a fait cette année encore et qui va nous permettre, j'espère, de vous présenter de beaux sujets. Donc, pour rappel, l'objectif de notre groupe, c'est de renforcer et de promouvoir la prise en compte des différences entre les hommes et les femmes sur les sujets santé et sécurité au travail. Pour ce faire, on organise une réunion mensuelle en distanciel. Ça, là, c'est si certains d'entre vous ont envie de se dire comment faire pour venir. Et puis ensuite, on fait des petits ateliers de sous-groupes sur des thématiques particulières. Donc maintenant, je vais vous présenter le résultat de nos travaux et je vais m'appuyer sur... pour le coup, c'est pas grave, ouais, je vais laisser quelques minutes. Donc, les 8 entreprises, voilà les gens qui participent au travail. Vas-y Thomas, tu peux y aller. Donc, les résultats du travail. Et pour ce faire, je m'appuie sur la page du site du Cercle Interrel pour que vous puissiez concrètement aller visualiser comment faire pour récupérer les infos que je vais vous donner maintenant. Donc, bien au-delà de la santé au travail, en fait, les missions des services de prévention et santé au travail se sont élargies. On développe aujourd'hui des actions de santé publique au sein des services de santé et donc le groupe permanent santé au sein du Cercle fait de même et développe des actions de santé publique. La première que nous avons déployée et que nous continuons à déployer, c'est l'action de prévention du risque cardiovasculaire chez les femmes qui a été co-construite par le CEA, EDF, Orano et surtout avec la Fédération française de cardiologie et l'expertise de Catherine Montpère, cardiologue, qui était intervenue lors du colloque en 2022. Donc, 8 entreprises du Cercle ont bénéficié du déploiement de cette démarche. Donc, c'est 3 nouvelles pour 2024. Et notre objectif, c'est vraiment que 100% des entreprises du Cercle puissent bénéficier de ce déploiement. Alors, ce n'était pas prévu, mais à la pause, là, j'ai discuté avec une jeune femme qui me disait tout à l'heure qu'elle est sauveteur secouriste du travail et que dans les 2 derniers mois, là, je crois que c'est 2 mois, il y a eu 2 malaises cardiaques dans son entreprise. Le premier malaise cardiaque a concerné un homme. Il a été pris en charge immédiatement. On a tout de suite pensé à un malaise cardiaque. En ce qui concerne la deuxième personne qui était une femme, il a fallu une demi-heure, 30 minutes, pour qu'en fait, elle soit écoutée et entendue en tant que sauveteur secouriste et qu'on se dise que cette femme, elle disait c'est peut-être un malaise cardiaque. Non, non, elle fait un petit malaise. Et en fait, pour que cette femme soit prise en compte comme un malaise cardiaque. C'est exactement ce que nous dit Catherine Montpère dans la vidéo qui est toujours disponible sur notre site. Et c'est vraiment pour cette raison-là qu'il faut déployer, informer. Donc ce travail sur le risque cardiovasculaire chez les femmes, il a fait l'objet d'une présentation au congrès de santé au travail de Montpellier en juin dernier, et il a fait aussi l'objet d'une publication dans les archives des maladies professionnelles et de l'environnement. Donc je vous invite à en prendre connaissance et n'hésitez pas à nous solliciter. On a mis en place 3 outils très simples à déployer dans vos entreprises. Le premier outil, c'est un questionnaire de dépistage des facteurs de risque spécifiques chez les femmes. Donc ce questionnaire, il s'additionne au questionnaire de facteurs de risque standard. La deuxième démarche, c'est un suivi tensionnel par automesure sur 3 jours, là encore construit avec la Fédération française de cardiologie
qui est mise à disposition sur le site. Et puis enfin, un protocole d'entretien, infirmier ou médecin, d'orientation et de suivi à l'issue de ce dépistage. Le deuxième sujet que nous avons traité cette année concerne la gynécologie et le travail. Donc, on a mis en ligne un article qui a été écrit par Laurence Desjoigny, qui est experte pour le Cercle Interrel, qui s'appelle « Les règles encore un tabou » et en fait qui évoque les difficultés des femmes, de certaines femmes en entreprise et qui propose des actions simples à mettre en place dans les entreprises pour prendre en charge ces difficultés. Pour information, on a déployé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je crois, au sein de l'entreprise Lenovo, ces 2 démarches. Et je pense que rapidement, on se rend compte que ça a eu un succès important et que, en fait, avec des choses simples, en fait, on peut améliorer le quotidien des femmes dans l'entreprise. Et le deuxième outil qu'on a déployé et qui est lui aussi à disposition sur le site du Cercle Interrel est un livret qui s'appelle « Ma ménopause et moi » et que vous pouvez télécharger, toutes les entreprises qui le souhaitent, pour vous appuyer dessus pour développer une action. Vous pouvez le télécharger, il est à disposition sur notre site du Cercle Interrel. Juste un mot pour vous rappeler que le guide de la parentalité, dont on a déjà beaucoup parlé, et le podcast de Chantal Birman, qui est la sage-femme qui était intervenue au colloque 2022, sont encore disponibles et à votre disposition sur notre site. Voilà pour les 2 sujets que j'avais à vous présenter. Je vais laisser la parole à Sigrid. Bonjour, le sujet dont je vais vous parler et dont traite le GT Femmes et Santé, ce sont les sujets des maladies chroniques et évolutives. Selon l'ANACT, qui est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, donc selon l'ANACT, d'ici 2030, un salarié sur 4 sera touché par une ALD, dû à la démographie et dû au fait qu'on va devoir tous travailler de plus en plus longtemps. Ces ALD, ce sont des maladies qui sont longues, qui sont difficiles à gérer et donc avec lesquelles les personnes qui sont malades doivent vivre et de plus en plus travailler avec. Donc le groupe de travail, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur cette partie maladies chroniques et évolutives ? On a commencé par élaborer un questionnaire à destination des services de santé au travail pour faire l'inventaire de toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister sur ce sujet des maladies chroniques et évolutives. Nous sommes en train actuellement d'analyser les résultats pour pouvoir en tirer vraiment les meilleures pratiques parce que certaines entreprises sont déjà très avancées sur soit l'accompagnement du salarié pendant son absence ou l'accompagnement du salarié au retour au travail. Donc on est en train de faire vraiment l'analyse de tous les résultats qui nous ont été faits à travers le questionnaire et nous pourrons très prochainement vous les présenter. Le but, comme tout ce que fait le Cercle Interrel, c'est vraiment de prendre les meilleures pratiques des sociétés les plus avancées pour en faire, comme sur le guide de cardiologie des risques cardiovasculaires, pour en faire des outils qui seront mis à disposition de l'ensemble des entreprises. Et j'en profite pour faire un appel à vous tous et toutes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, en général, ce sont les maladies chroniques et évolutives que sont, ça peut être le cancer, ça peut être des scléroses en plaques, ça peut être le diabète ou toute autre maladie. En général, quand on a été touché ou quelqu'un de proche, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc si ce sujet vous tient à cœur et que vous voulez agir, n'hésitez pas à nous contacter, soit directement aujourd'hui, Thomas, Carole et moi, au moment du colloque, ou pour les gens qui sont en distanciel, vous trouverez sur le site nos coordonnées. Venez avec nous, plus on aura des gens, des entreprises pour contribuer, plus on pourra traiter les sujets de façon large. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Parmi les outils qui sont mis à disposition, il y a les vidéos de l'entretien de Dominique Lhuillier sur la conciliation maladie et travail. Dominique Lhuillier est professeure émérite en psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est spécialisée en santé au travail. Dans ces vidéos sont abordées différentes questions comme les enjeux de cette thématique, conciliation maladie et travail, les difficultés pour les personnes concernées, les différences entre les femmes et les hommes, ainsi que les conséquences pour les entreprises. Puis sont traitées les différences entre les maladies et leurs similitudes. Ensuite, un grand angle est fait sur la prévention de la désinsertion professionnelle avec des pistes d'action. Et enfin, diverses questions sont explorées comme quel est l'apport de ces régulateurs d'humanité
que constituent les personnes atteintes de maladies chroniques au travail et que permet la reconnaissance de la vulnérabilité du vivant dans le monde du travail, qui sont des questions plutôt inhabituelles. Ça, c'était donc la partie pour les outils mis à disposition. Je vais parler maintenant des perspectives de travail de notre groupe de travail pour cette année. Outre la continuité des thématiques précédentes, il y a une thématique qui émerge et que nous souhaitons renforcer, qui est la prise en compte du sexe et du genre en santé et sécurité au travail, autrement dit en prévention des risques professionnels. Pour quelles raisons et quels enjeux aborder cette thématique? Tout d'abord, pour l'efficacité des démarches de prévention qui sont menées dans nos entreprises. En effet, il est connu que les femmes et les hommes sont exposés différemment aux risques professionnels. Cela résulte d'une part de spécificités liées au sexe, qui sont d'origine biologique, et d'autre part des spécificités qui sont liées au genre, résultant d'une construction sociale. Un autre enjeu relatif à cette démarche est qu'il s'agit d'une obligation du Code du travail pour l'employeur, l'évaluation des risques professionnels. J'entends que ça suscite des risques et je suis donc tout à l'écoute pour des discussions sur cette thématique-là. En effet, donc, le Code du travail prévoit depuis 2014 l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail, qui doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Les résultats de cette évaluation doivent être inscrits dans un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Cette approche, qui est appelée approche genrée ou sexuée de la santé et de la sécurité au travail, elle est promue par différentes organisations spécialisées en prévention, comme l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et en France, par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche en sécurité. Elle est aussi recommandée dans un document fondamental qui est le rapport d'information du Sénat de 2023 sur la santé des femmes au travail. En bref, il s'agit, sur la base de l'analyse des situations de travail, d'adapter le travail et son organisation, ainsi que la prévention, aux besoins et aux postes des femmes et des hommes. Dans cette approche, différencier, ce n'est pas discriminer, c'est prendre en compte au service de la prévention les spécificités de chaque travailleur et travailleuse, ainsi que de leur situation de travail. Cette perspective, cette approche, bénéficie à tous et à tous. Voici quelques exemples de risques qui font l'objet d'une exposition différenciée. Les risques mécaniques, lors de manipulation de charges, d'échelles, etc., peuvent être différents pour les femmes et les hommes en raison des différences de taille, de proportions corporelles, de centre de gravité, de type de force physique. Dans le Code du travail, un élément est déjà pris en compte concernant le port de charge dans les conditions habituelles. Il est prévu une limite de 25 kg pour les femmes et 55 kg pour les hommes. L'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, elle, recommande d'appliquer la norme européenne de 15 kg pour toutes et tous. Du fait des différences d'absorption, de distribution et de métabolisation d'une même substance chimique, l'exposition aux risques chimiques est également différenciée. Par exemple, ça s'applique à des substances comme le mercure ou les solvants. Par ailleurs, il est connu que l'exposition aux risques psychosociaux est différente entre les femmes et les hommes, en particulier s'agissant de la conciliation vie professionnelle et vie privée, mais aussi pour les violences sexuelles et sexistes, ainsi que pour la souffrance psychique. En résumé, les actions que nous allons continuer dans ce champ concernent la recherche bibliographique qui est faite en continu. Nous prévoyons aussi de faire un inventaire des dispositions législatives et réglementaires et nous proposons de réaliser un état des lieux des politiques et pratiques dans les entreprises du cercle Interrel. Dans cette perspective, nous avons élaboré un questionnaire et nous sollicitons toutes les entreprises pour répondre à ce questionnaire. Je conclus dans quelques secondes. 3 thématiques feront l'objet d'un grand angle: l'absentéisme, la prévention des risques psychosociaux, la santé mentale. Pour conclure, vous êtes toutes et tous invités à l'espace du groupe de travail Femmes et Santé, tout à l'heure, si vous souhaitez en savoir plus pour nos travaux et projets, découvrir nos outils et être accompagnés pour les utiliser, rencontrer nos membres et contribuer à nos travaux. Je vous remercie de votre attention soutenue.
Bonjour à toutes et tous. Alors, je passe au sujet suivant, donc, qui est le sujet femmes et santé, femmes et IA. D'abord, je suis tout à fait ravie d'être avec vous aujourd'hui, passer cette journée ensemble et puis en profiter pour vous faire prendre connaissance des travaux du groupe Femmes et IA ou pour vous donner des nouvelles, parce qu'on est un groupe qui n'est pas tout à fait nouveau. Ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans qu'on œuvre sur le sujet, donc depuis le colloque 2018. Donc, on aime bien régulièrement vous donner l'évolution de nos travaux. Pour rappel, en fait, ce groupe, il a émergé au moment où, justement, en 2018, on commençait à avoir quelques bad buzz sur l'usage de l'IA dans le contexte professionnel, où, en fait, on voyait des solutions de recrutement, entre autres, qui écartaient des CV féminins, et donc étaient discriminatoires dans le cadre de l'entreprise. Et finalement, nous, ce qu'on s'est dit dans le groupe, c'est ça fait 20 ans qu'on travaille avec le Cercle Interrel pour faire en sorte de favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes en entreprise. Et puis, on ne va quand même pas mettre tout ça à mal avec l'IA. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, entreprises de la tech, on a un mot à dire, on a une action à mener. Et effectivement, l'objectif a été de produire, d'amener les entreprises, de guider les entreprises dans la manière dont elles pouvaient justement produire ou utiliser des solutions basées sur l'intelligence artificielle, tout en étant responsable, non discriminatoire, non sexiste. Et avec 2 principes clés, c'est en commençant par s'appliquer à nous-mêmes ces principes qu'on allait éditer, et puis en travaillant de concert avec tout l'écosystème qui travaille sur ces questions d'IA et d'éthique, puisqu'il y a un gros écosystème en question. Alors ce groupe est constitué de plus de 50 personnes. C'est un groupe qui a évolué, alors c'est pour ça que je n'avais pas le dernier trombinoscope, je suis désolée, parce qu'il évolue en permanence. Donc 50 personnes sympathisantes, alliées, et puis un noyau dur, on va dire, d'une 20aine de personnes, et ça évolue. Donc surtout, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous voir au corner Femmes et IA tout à l'heure pour nous exprimer votre intérêt. On vous accueillera avec grand plaisir. Alors avant de continuer en vous expliquant quels sont les livrables qu'on a produits, je voulais m'assurer que vous puissiez saisir quel est l'enjeu en question. Je vous ai parlé à l'instant de cet outil d'IA qui a fait un bad buzz il y a quelques années, qui mettait de côté les CV féminins pour certains postes, mais pas que. Il y a différents domaines dans lesquels on voit que l'IA reproduit, amplifie des biais de genre. Le domaine de la santé, où en fait on sait que la santé s'appuie aujourd'hui sur des IA pour améliorer leur diagnostic et qui du coup ont plus grande peine à faire des diagnostics sur effectivement des patientes. Dans le domaine de la finance, où des solutions d'IA avaient appris à accorder des seuils de crédit moindres aux femmes qu'aux hommes, pourtant à situation socio-professionnelle ou géographique équivalente. Autre exemple qui est celui de l'éducation, qui est important pour nous, où en fait des outils d'IA avaient des recommandations d'orientation scolaire pour les lycéennes et les lycéens qui étaient différenciées, avec par exemple une prépondérance de conseils sur des études dans les mathématiques pour les garçons, ou autre biais dont tu me parlais, Anne-Marie, il n'y a pas si longtemps, ou des recommandations sur un secteur géographique beaucoup plus restreint pour des jeunes filles. Donc voilà, c'est des sujets qui sont toujours d'actualité, et avec toutes ces avec l'amplification et la démocratisation des outils d'IA comme avec les ChatGPT ou générateurs d'images, c'est un sujet qui perdure. Alors j'ai voulu vous donner quelques illustrations qui, à mon avis, parleront. Donc quand on demande en anglais, donc non genré, l'illustrer en fait, pour produire des illustrations de CEO ou de secrétaire, vous voyez, je pense que ça se passe de commentaires, on a des représentations très genrées, sexuées même, de ces rôles-là. Et puis, si on continue, pareil, quand on demande des générations d'images sur des personnes qui occupent de métiers de chirurgie ou d'infirmier, pareil, ça se passe de commentaires. On a l'habitude, parce que même dans les outils de traduction, en général, c'est comme ça, on traduit au féminin infirmière et au masculin chirurgien ou médecin. Et puis, une petite dernière pour la route. Quand on demande de générer une photo d'une personne qui cuisine avec ses enfants, on a effectivement la bonne mère de famille souriante et heureuse de passer du temps en cuisine. Et quand il s'agit d'illustrer une personne qui a une étoile au guide Michelin, là, c'est du sérieux. Faut pas, j'allais dire un gros mot, mais voilà, il faut pas. Et donc là, on a un homme. Alors, comment est-ce que le Cercle Interrel s'empare de ces sujets et qu'est-ce qu'on propose justement pour aider les entreprises dans ce domaine ? Le premier
livrable qui est fondamental pour nous au sein du cercle Interrel, c'est le pacte Femmes-IA pour une IA responsable et non sexiste. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'idée c'était de pouvoir accompagner les entreprises qui ont envie d'être vertueuses sur ces sujets-là. On a produit un document qui sera à vos dispositions aussi à travers les QR codes, mais aussi à travers, sur notre stand. C'est un document de 16 pages qui guide les entreprises sur comment faire. C'est un mode d'emploi finalement. Alors, il est construit autour de 7 champs d'action. On explique sur quel thème on peut agir et 4 étapes que l'entreprise peut être amenée à prendre. Alors les 7 champs d'action, c'est les questions de gouvernance dans l'entreprise. C'est aussi la question de savoir faire en sorte qu'un outil qu'on développe soit conforme dès la conception avec le cadre réglementaire. C'est aussi toute la question technique, donc le choix des données, la manière dont on construit l'algorithme, la manière dont on suit, la manière dont l'algorithme évolue dans le temps. Et puis c'est aussi un volet plus RH ou de sensibilisation qui est comment on fait en sorte que les équipes qui travaillent et qui développent les outils d'IA soient elles-mêmes diverses et mixtes. Et puis ensuite, comment on sensibilise, on responsabilise l'ensemble de ces salariés sur ces questions-là, même ceux qui ne sont pas au cœur de l'IA, mais qui potentiellement vont utiliser l'IA. Et la responsabilisation et la sensibilisation, elle va aussi au-delà des murs des entreprises, comment l'entreprise elle sensibilise tout son écosystème, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires commerciaux. Voilà comment l'entreprise peut agir. Et elle peut le faire de manière graduelle. La première chose, c'est d'abord dire c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet sur lequel on veut agir. Donc c'est déclarer son intérêt à agir en s'engageant, en signant la charte Femmes-IA. Et puis ensuite, une fois qu'on a déclaré l'intérêt, on se met au boulot. La première chose qu'on fait, c'est qu'on peut utiliser une grille d'auto-évaluation qu'on a mis à votre disposition pour que chaque entreprise puisse poser un diagnostic sur son niveau de maturité. Comment est-ce que je me débrouille, comment l'entreprise se situe sur ces 7 champs d'action que je viens d'évoquer. Et puis ensuite, passer à l'action. Là aussi, on vous aide. On a créé une boîte à outils qu'on met à disposition des entreprises qui ont signé la charte, où en fait, là aussi, à partir du diagnostic et en ayant identifié qu'il y a des sujets qui demandent à être travaillés, eh bien, on vous propose des outils qu'on a nous-mêmes produits ou que notre écosystème a mis à disposition. La ligne de conduite, c'est on promeut des outils qui sont gratuits. Et puis enfin, devenir exemplaire, c'est le faire et le faire savoir. Aujourd'hui, on a une 15aine d'entreprises et d'écoles qui ont engagé cette démarche, et puis on est sollicité de manière régulière pour promouvoir, expliquer en quoi consiste ce pacte et comment les entreprises peuvent l'adopter. Alors, sur les slides qui vont suivre, j'ai encore d'autres QR codes. Alors, vous paniquez pas parce que comme on va laisser vite, vous n'aurez peut-être pas le temps d'aller tout télécharger. Vous aurez à nouveau ces QR codes et les documents sur notre stand Femmes-IA juste à la pause. Donc, je veux bien que vous ayez tous vos portables levés comme dans un concert de Maître Gims, mais vous inquiétez pas, vous aurez accès après. Alors, autre livrable qu'on a produit, en fait là on a voulu s'atteler à sensibiliser non plus les personnes dans l'entreprise, mais aussi aller chercher les étudiants, ceux qui vont concevoir, être impliqués dans le management d'outils à base d'intelligence artificielle. Et donc on a produit un kit de formation, un kit de sensibilisation, c'est 3 heures, et on met à disposition tout ce dont un enseignant peut avoir besoin pour déployer justement cette sensibilisation. On fournit le PowerPoint, les exercices, le kit, le fil conducteur de l'enseignant. Donc vraiment, c'est un kit prêt à l'emploi. On peut également, si nécessaire, se mobiliser pour trouver des volontaires. On l'a déjà fait. Donc, si vous n'avez pas de personnes qui peuvent s'approprier le contenu du module, on a des volontaires qui ont aujourd'hui déjà formé plus de 200 personnes sur ces sujets-là. Donc, principalement à destination des écoles d'ingé, écoles de commerce, universités, mais c'est aussi un kit qui a été déployé en entreprise. Donc, si vous avez des centres de formation, vous pouvez aussi télécharger ce kit. Il est vraiment à votre disposition. On est là pour vous aider. Autre livrable, alors ça c'est le petit nouveau, c'est le livre blanc Bias in AI. Alors là, on vous a proposé d'explorer le cadre réglementaire, avec notamment le AI Act, donc qui est un cadre réglementaire au niveau européen. Là, on vous propose, en partenariat avec Impact IA,
d'ailleurs, pardon, je ne l'ai pas évoqué avant, le kit, c'est également quelque chose qu'on a développé avec Impactia. Donc, le deuxième document qu'on a développé avec Impactia, avec l'aide du cabinet d'avocats Firsch. Donc, l'idée, c'est effectivement de comprendre d'abord qu'est-ce que l'AI Act, en quoi il pose un cadre qui va permettre justement de traiter les biais et les biais de genre, et puis aller plus loin. Donc, comment on peut compléter cette démarche réglementaire par une démarche plus proactive et plus volontariste de l'entreprise. Donc, là aussi, vous pouvez le télécharger. Et enfin, le dernier, qui est... c'est bon. Qui est là une démarche un peu différente qu'on vous propose, et on vous propose d'en faire partie. Jusqu'à présent, vous avez vu que les différents livrables, ils avaient plutôt pour objectif d'adresser les risques liés au biais de genre. Et là, on a voulu plutôt prendre le contre-pied en identifiant comment l'IA peut être un levier pour adresser ces challenges qui perdurent en entreprise quand il s'agit de diversité et d'inclusion en entreprise, que ce soit la partie recrutement, que ce soit la partie gestion des talents, que ce soit la partie management, la partie marketing. Et donc, on a envie de vous proposer de vous joindre à nous le 12 septembre pour participer à un hackathon. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous familiarisés avec le terme de hackathon, qui est un moment, en fait, où on décide ensemble de produire des idées qui nous permettent d'aller de l'avant. Et donc, on propose de le faire autour, justement, d'identification ou d'émergence d'idées qui pourraient utiliser l'intelligence artificielle pour venir accélérer nos politiques et nos actions autour de la diversité et de l'inclusion. Et alors, ce qui est très chouette, c'est qu'on va le faire avec des groupes mixtes, salariés et étudiants. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un hackathon, pas de problème, on vous l'expliquera. Si vous n'avez pas exactement ce que c'est que l'IA et comment vous pouvez contribuer, pas de problème, vous êtes quand même les bienvenus. Et ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est déclarer votre intérêt à participer à ce hackathon. Vous n'hésitez pas à venir nous voir à la pause encore pour qu'on vous explique de quoi il s'agit. Et en plus de ça, on vous proposera après donc de vous inscrire formellement et aussi de participer potentiellement, si vous le souhaitez, à des sessions de sensibilisation, acculturation pour vous venir un petit peu préparer à ce hackathon, si vous le souhaitez. Donc certainement une session, enfin c'est quasiment sûr le 11 septembre, donc la veille, mais on proposera aussi certainement des sessions un petit peu en amont si vous n'êtes pas disponible le 11 septembre. Mais vraiment, on a à cœur que ce hackathon soit un moment d'émergence d'idées positives qui nous fasse aller de l'avant et qui utilise l'intelligence artificielle pour for good, comme on dit en bon franglais, pour faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur au sein du Cercle Interrel. Et donc c'est un hackathon qu'on organise en partenariat avec Lenovo, avec l'ISEP et avec Orange. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. N'hésitez pas à venir nous voir encore une fois pour avoir accès à tous ces documents et pour nous poser toutes les questions que vous auriez sur les livrables que je viens de vous présenter. Merci beaucoup.